Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Merci de nous rejoindre pour le 2e chapitre sur les porphyries. Pour nous accompagner, le professeur Desbarres, professeur émérite à la faculté Paris-Bichat et ancien directeur et chef de service du Centre français des porphyries à l'hôpital Louis Mourier. Avec Léa, il parle du diagnostic et de la prise en charge des porphyries. Ce podcast est sponsorisé par Alnilam, biotech spécialisée dans une nouvelle classe thérapeutique, les ARN interférents. Bonjour professeur Desbarres, aujourd'hui on se retrouve par un 2e épisode sur le thème des porphyries. Dans le précédent épisode, vous nous aviez parlé des différents types de porphyries et des symptômes, et nous avions commencé à évoquer le diagnostic, notamment le test urinaire. Il se pratique dans tous les laboratoires ? Bonne question. Non, elle ne va pas se pratiquer dans tous les laboratoires. C'est évident qu'à l'assistance publique, on nous l'enverra directement. C'est assez facile. On a un site internet qui s'appelle porphyrie.net et je le recommande fortement, parce que vous avez tous les renseignements nécessaires. Vous avez même la fiche de prescription qui existe, etc. Vous pouvez la télécharger. Donc tout est simple comme ça. Alors nous, on fait le dosage 24 heures sur 24, on est un centre de référence, donc le Centre français des porphyries est un CRMR, comme on dit, et donc on fait le dosage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de problème. Maintenant, le dosage de l'acide delta-aminolévulique, qu'on appelle ALA, et du PBG, porphobilinogène, c'est assez facile à faire, mais tous les laboratoires ne le font pas parce que c'est pas demandé si souvent. Donc, faut avoir un peu d'expérience. En général, dans les hôpitaux, on va dire, de grandes villes, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Lille notamment, il y a des gens parfaitement compétents dans les laboratoires qui sont capables de faire ces dosages-là. Mais bon, si nécessaire, vous savez, le transport se fait assez rapidement et on peut faire ce dosage assez vite. Le temps d'obtention des résultats devrait pas excéder 2 heures. Donc, vous voyez, on peut avoir un résultat très vite parce qu'en fait, on a un traitement quand même, donc, pour ces crises aiguës de porphyrie. Donc, c'est important de savoir effectivement si une patiente est en train de faire une crise aiguë et qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout s'il s'agit, par exemple, d'une patiente qui est en début de grossesse. C'est particulièrement important, quoi. Et justement, alors quel est le traitement ? Alors le traitement, eh bien, il existe depuis des années. On l'a introduit en France dans la fin des années 80. Donc, vous voyez, c'est un traitement qui est assez simple. C'est de l'arginate d'émine. C'est de l'hème, en fait, qu'on va donner. Et cet hème va permettre de régler la crise physiopathologique, parce que j'ai pas parlé de ça, mais la physiopathologie, on va l'expliquer en 2 mots. Vous avez un blocage enzymatique sur la chaîne de synthèse de l'hème. Ce qui se passe, c'est que cette chaîne, il y a une première enzyme qui va essayer de réguler, puisqu'il y a un blocage, on va augmenter un peu la synthèse au début. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir accumulation en amont du blocage de l'ALA, du PBG, éventuellement des porphyrines si c'est un peu plus loin dans la chaîne. Et donc, en fait, en donnant de l'hème, eh bien, on va freiner au contraire cette première enzyme qui s'appelle l'ALA synthase et qui va être freinée. Et donc, on va évidemment diminuer la production de ces métabolites qui ne sont pas très bons, notamment l'ALA qui n'est pas très bon, qui est neurotoxique. Et le PBG ne l'est pas, mais le PBG est pathognomonique de la maladie. Donc voilà, donc on va donner de l'hème. Cet hème se présente sous forme d'arginate d'émine. Ça se présente sous forme d'une boîte de 4 ampoules qui sont données 1 par jour et diluées dans de l'albumine sur une bonne veine en général. On passe cette arginate d'émine en disons 1/2 heure, 3/4 d'heure. Et en général, en 2 à 3 jours, on peut avoir une cessation complète de la symptomatologie et un retour, pas complètement, mais presque à la normale, des marqueurs que sont l'ALA et le PBG urinaire. Et derrière, il y a un traitement au long cours ? Au long cours, non, il n'y en a pas particulièrement, sauf s'il y avait une récurrence des crises, et ça arrive chez un petit nombre de patients, mais ça peut arriver. Mais là, il faudra s'adresser à notre centre de référence pour avoir ce traitement, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de traitement au long cours. Normalement, après une crise aiguë de porphyrie, on sait qu'on est porphyrique. On a un certain nombre de mesures à prendre, notamment
faire attention aux médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent provoquer des crises. Ils sont assez connus, hein, c'était les barbituriques dans le temps. C'est une maladie en fait pharmacogénétique, hein, les porphyries aigus hépatiques. Donc il y a des médicaments, il y a une liste de médicaments que vous pouvez trouver bien sûr sur nos sites porphyrie.net, sur le site européen aussi, porphyria-europe.org. Et je pense que là vous avez tous les renseignements nécessaires là-dessus. Bon, il y a bien une liste de médicaments qui est longue, mais il y a plein de médicaments qui sont autorisés dans les porphyries, donc on n'a pas trop de problèmes pour traiter pour les maladies intercurrentes des patients, ça pose pas de problème, quoi. De problème majeur en tout cas. Donc voilà, donc pas de traitement au long cours, sauf s'il y avait une récurrence des crises qui arrive assez rarement quand même, hein. Donc là, on a fait le diagnostic des crises aiguës, mais il se peut, j'imagine, que des patientes n'aient pas ces crises aiguës. Comment on le diagnostique sinon chez des gens qui sont asymptomatiques ou polysymptomatiques? Absolument. Donc, le diagnostic d'une crise aiguë, je le répète, c'est le dosage urinaire, mais maintenant, on peut faire aussi le dosage sanguin par spectrométrie de masse. Ça existe chez nous, ça n'existe pas partout, bien sûr, mais le plus simple, c'est le dosage de l'ALA, acide delta-aminolevulinique, et porphobilinogène, PBG, que l'on dose dans les urines. Alors, on peut le doser donc aussi également dans le plasma, mais je vous dis, ça se fait par spectrométrie de masse. C'est dans notre laboratoire que ça se fait. C'est quand même un dosage très spécialisé. Ça, c'est relativement. Donc, ces dosages sont relativement aisés à faire. Ça, c'est le dosage de la crise aiguë. Il est évident que une fois qu'on a un PBG très élevé, alors le PBG, il n'y en a pas dans les urines, hein. Donc, ça veut dire que dès qu'il est élevé, il est en général en crise aiguë, il est élevé par un facteur multiplié par 50, voire 100 fois la valeur de base qui est très faible. Mais donc, c'est très caractéristique, c'est pathognomonique de la maladie. Il n'y a pas une seule maladie où il y a une augmentation du porphobilinogène. C'est pas le cas de l'ALA. L'ALA peut être élevé dans l'intoxication au plomb, hein, le saturnisme, hein, qui, comme vous le savez, donne aussi des douleurs abdominales. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu à la porphyrie. Et puis, dans d'autres maladies, tyrosinémie type 1, et puis également, bon, dans d'autres maladies plus rares. Bon, donc, le PBG, c'est pathognomonique de la maladie. Donc, on pourra dire, si vous avez un PBG élevé, vous avez une porphyrie, en général, c'est une porphyrie aiguë intermittente. Ça pourrait être une porphyrie variegata ou une coproporphyrie, mais enfin, c'est quand même plus rare comme diagnostic. Alors après, comment on fait? Une fois qu'on a une patiente qui a fait une crise aiguë, qui a eu donc un ALA, un PBG élevé, qui a été traité par le normosan, eh bien, il faut faire le diagnostic vraiment de la porphyrie elle-même, puisque on sait que c'est une porphyrie aiguë, on l'a traitée comme il faut. Toutes les porphyries aiguës se traitent par le même traitement avec le normosan, l'arginate d'émine, mais il faut faire le diagnostic du type de la porphyrie. Alors là, on a besoin, en général, d'avoir tous les milieux sanguins de la patiente, c'est-à-dire le sang, les urines et également les selles. Donc c'est très important parce que le diagnostic différentiel entre ces trois porphyries est pas toujours si simple que ça. Donc on a besoin de ces trois dosages pour que nous, le centre de référence, on puisse vous dire, eh bien, à coup sûr, c'est une porphyrie aiguë intermittente ou c'est une porphyrie variegata ou c'est une coproporphyrie héréditaire. Donc il nous faut les trois milieux, c'est-à-dire vraiment le sang, les urines et les selles. C'est en général très simple, hein. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la porphyrie aiguë intermittente, on a de l'ALA, du PBG, peut-être un peu d'uroporphyrine dans les urines, et puis à part ça, on n'a pas grand-chose dans le sang et on n'a rien dans les selles. Dans la porphyrie variegata, c'est un petit peu différent. On va avoir des porphyrines, parce que comme c'est plus loin dans la chaîne, le blocage enzymatique, on a des porphyrines qui s'accumulent. Donc, on a de la protoporphyrine et puis on a de la coproporphyrine. Et dans la coproporphyrie héréditaire, on a la même chose. Il va falloir faire la différence entre tout ça. Donc, j'en parle pas là parce que c'est un peu compliqué. Mais on a besoin notamment des selles et on a besoin du plasma pour faire vraiment le diagnostic différentiel. Ensuite, eh bien sûr, on va faire l'analyse de l'ADN. Donc, avec le sang, on aura de l'ADN. Donc, on pourra chercher les mutations. On pourra faire un dosage enzymatique. Ça se fait de moins en moins, mais nous sommes encore un centre assez spécialisé. On fait les dosages enzymatiques. Pour la porphyrie aiguë intermittente, ça se fait sur le sang.
Pour les deux autres, ça se fait sur des lymphocytes, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en général, on fait une analyse d'ADN et on a comme ça le diagnostic de la mutation sur les gènes correspondants. Donc le gène HMBS pour la porphyrie aiguë intermittente, le gène de la coprogène oxydase pour la coproporphyrie héréditaire et le gène de la protooxydase pour la porphyrie variegata. Donc voilà comment on fait. Ensuite, bien sûr, on aura le diagnostic pour la patiente et ensuite on va faire la famille, bien évidemment. Donc là, comme vous le savez maintenant, il y a des règles précises. C'est pas le médecin qui va s'adresser à la famille, c'est le patient, la patiente, qui va s'adresser à ses parents, à ses frères et sœurs, etc., pour leur demander de bien vouloir, s'ils le font, personne n'est obligé de le faire, de bien vouloir faire le test. Alors, c'est un test ADN qu'on fait après. On va pas s'embêter à faire des dosages urinaires ou des dosages sanguins pour faire des dosages enzymatiques. C'est trop compliqué. On fait un test ADN, c'est assez simple. Mais encore une fois, c'est la patiente qui va faire cette enquête-là. Donc voilà pour le diagnostic de ces porphyries. Donc vraiment, pour bien se rappeler, la crise aiguë, c'est les urines, ALA et PBG. Après, il faut envoyer les 3 milieux au centre de référence pour faire le diagnostic précis du type de la porphyrie aiguë. Encore une fois, avoir un PBG élevé avec une patiente qui a des douleurs abdominales récidivantes et qui était PBG élevé, ça suffit à mettre en route le traitement par le normosan, l'arginate d'émine. On n'a pas besoin de savoir quelle porphyrie c'est. Ça se fera juste après. Et vous pensez qu'on les sous-estime, hein, les patients Alors, les porphyriques atteints? Alors, nous avons la chance d'avoir un centre en France qui est unique à Paris, qui existe depuis 74. Mon patron, Yves Nordman, avait créé ce centre-là. Il a été reconnu en 2004 comme centre de référence, comme CRMR, centre de référence de maladies rares pour les porphyries. Et je ne sais pas si je pense qu'on doit diagnostiquer à peu près 95% des porphyriques en France. Il y en a sûrement qui nous échappent. Pour les porphyries aiguës, ça m'étonnerait quand même. Mais parce que on fait quand même du travail comme je le fais là aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire auprès régulièrement. Alors c'est sûr qu'au cours des études médicales, c'est pas toujours génial. Évidemment, à Bichat où je me trouve, ça se fait. Bien sûr, on parle des porphyries, pas dans toutes les facultés. Hélas, mais bon, on essaye de forcer, on va dans les hôpitaux, on fait des présentations dans les services, etc. Pas beaucoup chez les gynécologues, c'est vrai, et donc je suis content de le faire aujourd'hui. Et non, je pense qu'en France, on n'a pas ça. Alors, il y a un réseau européen qui existe, que j'ai eu le bonheur de créer et qui rassemble pratiquement tous les pays européens, à l'ouest comme à l'est. Et donc, ça veut dire qu'il y a un centre des références au moins par pays en Europe. Donc, les porphyriques ne sont pas perdus. Donc, vous pouvez aller sur ce site, je vous le recommande. C'est porphyria-europe.org. C'est vraiment très, très bien fait dans toutes les langues. Et donc là, vous avez plein de renseignements. Puis vous avez porphyrie.net pour la France spécifiquement, bien évidemment, quoi. Donc, ouais, je crois que non, je pense pas que ça soit vraiment sous-diagnostiqué. Il y a des porphyries qui sont sous-diagnostiquées, pas trop les porphyries, pas trop la porphyrie aiguë intermittente qui est la plus fréquente, quoi. Après, toutes les familles ne sont pas obligées de se faire tester, et donc il y aura des porteurs asymptomatiques au début, puis qui peuvent faire une crise aiguë. On l'aura pas su, ils n'auront pas fait le test, mais la différence avec quelqu'un qui ne sait rien de sa famille, lui, il saura dans sa famille il y a une porphyrique. Et de temps en temps, il y pense et il le dit au médecin. Mais pas toujours. C'est la liberté de l'individu. Et j'imagine qu'il y a une errance peut-être diagnostique au début quand même Il peut y avoir une errance, oui, effectivement. Ça, on en a connu, on a toujours des histoires graves, parce que ça peut être grave la porphyrie quand même. C'est-à-dire que si on diagnostique pas, ce qui peut se passer, comme c'est une maladie neurologique en fait. Il y a une atteinte des nerfs. Et une atteinte des nerfs moteurs, c'est une atteinte de tout le système nerveux en fait. Donc ça va donner des signes psychiatriques. C'est vrai que j'en ai pas parlé peut-être au tout début, mais il y a souvent des signes un peu psy, disons. Les porphyriques, ils ont un comportement un petit peu particulier. Et puis il y a des atteintes motrices. Donc j'ai parlé de la faiblesse musculaire, mais si on laisse traîner une crise aiguë, il peut y avoir des atteintes, des paralysies ascendantes, et qui peuvent
provoquer éventuellement le décès par les atteintes des paires crâniennes, paralysie phrénique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de grave. On peut retrouver des patients en réanimation. Alors en réanimation, ils font très rapidement le diagnostic généralement, le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est un syndrome de Guillain-Barré, donc c'est ou pseudo-Guillain-Barré. Et donc le diagnostic différentiel d'un Guillain-Barré, c'est la porphyrie aiguë. Donc en fait, ils font très rapidement le diagnostic parce que pour eux, c'est obligatoire, quoi. Ils envoient immédiatement les urines au centre de référence. Et donc, nous, on reçoit régulièrement donc des patients pour diagnostic de Guillain-Barré. Bon, c'est pas toujours une porphyrie, mais en tout cas, c'est fait comme ça. Donc, c'est vrai que je pourrais dire, enfin, c'est pas terrible de se retrouver en réanimation, mais là, en réanimation, ils vont faire le diagnostic, quoi. Mais voilà, donc c'est une maladie potentiellement grave, hein, bien sûr. Je ne vais pas sous-estimer du tout la gravité de la porphyrie aiguë intermittente. Mais si ce qu'on peut dire, c'est en dehors des crises aiguës graves qu'on peut voir, qu'on voit de moins en moins quand même, hein, on en voit, disons, une tous les 2 ans chez nous, eh bien, la porphyrie ne provoque pas de diminution de l'espérance de vie, hein. Donc, si on est bien pris en charge, si on est bien traité, etc., il n'y a pas de problème majeur qui surviennent pour cette maladie. Très bien, merci professeur Debac. On se retrouvera donc dans un prochain épisode pour contraception et grossesse chez les femmes porphyriques. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.